Bonjour à tous, donc je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la reprise du tournoi des candidats, tournoi qui sert à sélectionner qui affrontera le champion du monde à la fin de l'année. Reprise de ce tournoi parce que la première moitié avait eu lieu l'année dernière, il y a de ça plus d'un an, et avait été interrompue pour les raisons sanitaires qu'on connaît tous. Ça vient tout juste de reprendre, donc on va suivre de nouveau durant cette semaine et demie chaque ronde, chaque partie, les différentes positions. Pour ceux qui veulent revoir les résumés des rondes précédentes de l'année dernière, je vous mets la petite playlist en haut que j'avais faite avec les anciennes vidéos. Et donc nous, comme la dernière fois, on va revoir très très rapidement les résultats, faire un petit résumé des parties et ensuite directement on passera à l'étude d'une position tirée des parties de cette ronde 8 pour apprendre un nouveau concept échiquier. Je ne vais pas revenir sur les différentes parties. Pour ça, je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui existent. Il y a beaucoup de monde qui résume et qui analyse toutes les différentes parties. Donc, je vous invite à aller vous tourner vers d'autres vidéos dans ce cas-là. Donc, quels étaient les matchs de cette ronde 8? On avait des matchs très intéressants avec des résultats plutôt surprenants. Alors, au tout départ, il y avait le match entre les deux Chinois, Wang Yao et Ding Liren, où ça s'est terminé rapidement en une nulle avec un bel échec perpétuel de la part de Ding Liren. Donc la partie s'est terminée très rapidement en 27 coups. Il y a eu une nulle rapide également entre Yann Nepomniachtchi et Anish Giri. Pareil, rien d'exceptionnel, ça a fait nul très rapidement également en 28 coups. Donc pas de match piquant à ce niveau-là. Mais par contre, on a eu deux beaux affrontements. L'affrontement entre Kirill Alexenko et Alexander Grischuk, où Grischuk a pris pas mal de risques et il doit désormais s'en mordre les doigts parce que il a perdu contre l'outsider du tournoi et donc il vient définitivement d'annuler toutes ses chances d'espérer se qualifier pour le championnat du monde. Donc une partie assez intéressante, mais il y avait bien sûr la partie qui nous retenait tous, la partie du français, qui avait les Noirs contre Fabiano Caruana, l'un des favoris du tournoi, parce qu'il avait justement participé au dernier championnat du monde contre Magnus Carlsen, et ça a été une partie impressionnante, très très difficile. Fabiano Caruana a sorti une préparation monstrueuse contre Malsim, contre sa Sicilienne Najdorf. C'était très impressionnant. Caruana a répété en gros sa préparation d'ordinateur jusqu'au 26e coup, quelque chose comme ça. Donc déjà, il a pris énormément d'avance à la pendule et il a bien épuisé Malsim sur l'ouverture, car il fallait vraiment que Malsim trouve chaque coup précis de défense sans se tromper. C'était vraiment très compliqué. Pour faire court, Fabiano Caruana a décidé de sacrifier plusieurs pions, voire même une pièce dont il a donné beaucoup de matériel, mais justement pour avoir énormément d'activité. Donc la défense de Malsim devait être solide. Malsim s'est très très bien défendu en choisissant à chaque fois la première ligne de l'ordinateur. Jusqu'à sortir Caruana de sa préparation, et c'est ensuite là où ça s'est détérioré petit à petit. Durant toute la partie, on pensait que ça allait se terminer en nul. Ils ont terminé dans une finale où Malsim avait un cavalier, un pion contre Caruana, une tour, un pion. Donc Malsim avait une qualité de moins, mais en théorie, ça devait tenir, ça devait faire nul. Mais on sait à quel point c'est difficile de jouer précis, surtout après tant d'heures de jeu. Et Malsim a petit à petit fait des imprécisions et Caruana a su en profiter. Ça a vraiment été une partie de longue haleine. On sent sans doute l'expérience de Caruana dans les matchs contre Magnus Carlsen du championnat du monde, où Carlsen a cette habitude de torturer son adversaire lors des finales et de faire durer les parties très longtemps. Caruana a fait la même chose avec Malsim et malheureusement Malsim a fini par perdre. Donc
assez triste pour nous Français. Mais la compétition ne s'arrête pas. Donc Jan Nepomniachtchi est désormais seul en tête à 5 points, mais Fabiano Caruana et Maxime Vachier-Lagrave le serrent de près à 4 points et demi. Donc rien n'est perdu pour le Français. Il a toutes les raisons de se battre jusqu'au bout. La question maintenant pour la ronde 9, c'est est-ce qu'il va être capable de digérer cette défaite pour qu'elle ne l'influence pas psychologiquement et mentalement dans ses prochaines parties. Allez, tout de suite, je vous propose du coup de passer à une position tirée justement de la partie entre Caruana et Maxime. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un concept moitié stratégique, moitié tactique, ça mélange un petit peu les deux thèmes, c'est le pion empoisonné. Vous en avez sans doute entendu parler si vous avez regardé les parties en direct avec les commentaires ou même en regardant d'autres parties. C'est un concept assez classique, présent dans différentes ouvertures et on va voir que ça peut apparaître vraiment n'importe comment. Donc on va voir déjà ce concept dans l'ouverture jouée par Maxime, la sicilienne Najdorf. Mais on va voir qu'il existe aussi dans la française, dans la Grunfeld, dans plein d'ouvertures. Donc c'est pas un concept qu'il faut étudier seulement si vous jouez telle ou telle ouverture. C'est vraiment un concept essentiel aux échecs pour mieux comprendre les différents enjeux qui peuvent se passer dans une position, les différents déséquilibres. Du coup, on va commencer avec le début de partie qui a été joué durant cette ronde du tournoi des candidats. Donc Caruana a commencé par E4 et Maxime a donc fait sa sicilienne avec C5 et ils sont très vite arrivés dans la fameuse sicilienne Najdorf qui se caractérise justement par cette petite poussée D6 qui permet au fou de sortir vite. Les blancs font D4, ouvrent la position, donc le centre s'ouvre, là on va déterminer que c'est une sicilienne ouverte. Il y a des siciliennes fermées qui existent, là c'est une sicilienne ouverte, c'est vraiment les lignes les plus connues. Cavalier F6 attaque le pion central, Caruana protège avec son cavalier, et le coup A6 qui définit vraiment la Najdorf, qui empêche les cavaliers et les fous de venir sur cette case B5 et de s'approcher du camp noir. Voilà, je détaille pas plus en détail l'ouverture, c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, mais n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos si ça vous intéresse. Donc les blancs choisissent une variante particulière fou G5 qui est assez agressive, développe une pièce, prépare probablement un grand roc, vu qu'il développe le fou du grand roc avant le fou du petit roc. Donc potentiellement ils peuvent s'orienter vers un grand roc. Les noirs font donc E6, clouent momentanément leur cavalier, mais normalement soit ils bougeront leur dame, soit ils feront fou E7 pour vite se déclouer. Les blancs lancent l'attaque avec F4. Prennent le centre, et là du coup c'est là où Maxime décide de jouer ce qu'on appelle la variante du pion empoisonné. Il joue avec Dame B6, qui est une variante très agressive, qui n'est pas celle que je recommande. Si par exemple vous jouez la sicilienne Najdorf et que vous êtes plus amateur, cette ligne est très difficile à jouer, je vous recommande plus de jouer tranquillement avec du fou E7 pour vous déclouer. Mais Dame B6, du coup, on va voir quelle est l'idée cachée, quel est le concept. Ça attaque ce petit pion B2. Petit pion B2, où la question c'est est-ce qu'on le protège ou pas? Et ça, c'est déjà quelque chose qui est important à avoir en tête, parce qu'il y a beaucoup de personnes entre vous, je suis sûre, qui ne se posent même pas la question et qui automatiquement vont protéger ce pion. On n'est jamais obligé de protéger un pion, une pièce. Il faut toujours envisager qu'il y a potentiellement une menace plus forte qu'on puisse faire ou quelque chose de plus important. Surtout quand c'est un pion et que c'est quelque chose qui n'a pas une grosse valeur comme une pièce. Même si on sait que les pions c'est important, ça peut se transformer en dame à la fin de la partie. Je vous dis pas de tout sacrifier sans regarder. Mais donc, ce pion, potentiellement, on peut se dire, bon, je peux l'abandonner et peut-être faire autre chose. Et c'est toute l'idée ici dans cette ouverture, c'est souvent ce pion B, particulièrement le pion B2, est assez difficile à aller manger avec les noirs, parce que si on va aller le manger, déjà on va rejouer une nouvelle fois la dame, déjà on aura bougé la dame 2 fois dans l'ouverture, et normalement vous savez que c'est pas très très bon de sortir la dame trop tôt, il faut surtout développer les pièces, roquer, pour être prêt à attaquer, en ayant le maximum de pièces sorties, c'est là où on pourra attaquer. Déjà, on voit que les blancs, ils ont un petit peu d'avance. Ils ont 3 pièces de sortie, c'est en plus à eux de jouer.
Tandis que les noirs, ils ont que leur cavalier et leur dame, mais qui est un peu trop sortie, qui pourrait peut-être être menacée rapidement. Et si elle vient prendre ce pion B2, on sent qu'elle pourra peut-être être attaquée facilement par la tour, par les cavaliers, etc. Donc c'est pour ça que du coup avec les blancs on peut envisager de peut-être lâcher ce pion pour continuer à prendre de l'avance de développement et avoir des pièces plus actives que celles de l'adversaire qui lui n'aura rien sorti. Et donc c'est toute l'idée, si on prend le pion B2 en plus on aura la colonne B qui va s'ouvrir pour nos tours, si le pion est absent. Donc ça me permettra aussi, ça aidera les tours à venir en jeu, ce qui est parfois ce qu'on a du mal à faire en début de partie, on a du mal à faire participer les tours. Donc si on a des colonnes où il n'y a pas de pion, ça va nous aider. Donc c'est l'idée ici, avec les blancs, en fait on n'est pas forcé de protéger ce pion. On peut, mais par exemple si on fait KB 3 pour protéger le pion et empêcher la dame de venir le manger, le truc c'est si on veut faire un petit roc, bon on pourra pas déjà, parce que là la dame contrôle toute la diagonale, donc ça rend difficile le petit roc. Après, on peut peut-être envisager un grand roc, etc. Mais ça perd du temps parce que là, on développe pas de nouvelles pièces. Si on fait tour B1, ok, on bouge une nouvelle pièce, mais alors ça, c'est affreux. Hein. Je vois beaucoup de débutants qui jouent des coups comme ça. C'est vraiment très rare que ce soit un bon coup parce que la tour est totalement passive et c'est pas son rôle de protéger un pion. Ça peut être un bon coup seulement dans les cas où vous envisagez plus tard de pousser le pion pour essayer d'aller l'échanger et qu'après, du coup, ouvrir la colonne et avoir la tour en face de la dame adverse. Et là, ça peut être bon pour profiter de la dame mal placée. Mais faut être sûr de pouvoir réaliser cette poussée, parce que sinon, ça donnera pas grand-chose. Donc c'est pas simple à jouer. Voilà. Ceux qui jouent ici B3 pour sauver le pion, c'est très moche. C'est très moche, vous ne contrôlez plus du tout les cases noires. On voit que le cavalier C3 n'est plus du tout protégé. En plus, il sera sur la colonne C qui est ouverte pour nous. Faut faire attention, si j'arrive à enlever le pion D6, peut-être le fou pourra arriver vite ici pour clouer le cavalier. Bon, on se crée déjà des difficultés. Et faut toujours se poser la question, est-ce que B3 est un coup que j'avais envie de faire dans tous les cas? Si l'adversaire ne m'avait pas forcé à le faire, est-ce que je l'aurais fait? Bah ici non, ça nous avance pas dans notre plan, on n'a pas développé de nouvelles pièces, ça nous aide pas à roquer. Alors, au contraire, le grand roc, on peut l'oublier maintenant parce qu'il est beaucoup trop faible. Donc ça nous annule plein de possibilités et c'est vraiment un coup, on perd du temps parce qu'on n'avait pas prévu de le faire. Donc si on peut éviter cela, c'est mieux. Après, faut pas donner un pion juste comme ça parce qu'on n'a pas de coup intéressant. Des fois, vous allez être obligé de protéger un pion un peu passivement. Mais avant de faire ça, faut regarder est-ce qu'on peut pas l'abandonner dans ce cas-là pour prendre de l'avance de développement. Et ici, c'est ce que fait Caruana dans la partie, il a joué avec Dame D2. C'est de la théorie, c'est joué par énormément de personnes. Et donc, avec les noirs, si les noirs viennent manger le pion, ce qui s'est passé également dans la partie, hein, Maxime a décidé de jouer cette ligne, qui est très dangereuse, faut être un fort joueur pour être capable de jouer ça avec les noirs, parce qu'il faut être très 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 bon en défense, hein, parce que là, le problème, c'est que les blancs, voilà, jouent tour B1, les noirs sont obligés de faire dame A3, et on voit déjà l'avance de développement des blancs qui est incroyable pour seulement un pion de moins. Leur tour est active, leurs deux cavaliers sont développés, le fou est actif, la dame a déjà bougé, et en plus ici c'est aux blancs de jouer, donc ils vont avoir le temps peut-être de sortir ce fou et pourquoi pas de roquer. Ou bien d'attaquer comme ce qui a été fait dans la partie en poussant le pion en E5 et tout de suite en questionnant les noirs. Parce que l'idée c'est ça, si vous voulez profiter d'une avance de développement, il faut jouer actif. Parce que si vous jouez passivement, tranquillement, c'est un avantage qui est éphémère, qui peut disparaître d'un moment à l'autre, parce que l'adversaire peut vite ressortir ses pièces et rattraper son retard. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un déséquilibre dynamique. Nous, avec les blancs, on a un avantage dynamique qui est éphémère, il faut réagir assez rapidement, tandis que les noirs ont un avantage statique, ils ont un pion de plus. Et ce pion de plus, ils vont l'avoir jusqu'à la fin de la partie en théorie. Donc c'est un avantage qui est lui sur le long terme. Donc c'est vraiment avantage court terme contre avantage long terme. Il faut savoir en profiter maintenant. Mais en pratique, c'est quand même beaucoup plus agréable, je trouve, de jouer avec les blancs. On a beaucoup plus d'idées. C'est nous qui attaquons, tandis qu'avec les noirs, il faut jouer assez solide et bien tenir la baraque, parce que sinon ça peut s'écrouler très vite, on peut perdre très vite. Donc je conseille pas vraiment ça quand on débute aux échelles, surtout ça ne respecte pas les grands principes
que vous avez appris des ouvertures qui est de développer une nouvelle pièce à chaque fois, rôtir rapidement, etc. Ça ne respecte pas avec les noirs. Par contre, avec les blancs, très intéressant de jouer comme ça. Mais voilà, je dis pas que Stephen Malsim est mauvais, hein. C'est tout à fait jouable, faut juste être très très solide et fort pour être capable de jouer ces choses-là. Donc on peut envisager du coup de sacrifier ce pion. Alors, avant de vous montrer d'autres ouvertures qui ont cette thématique, je vais vous montrer quand même une petite astuce, sinon si vous voulez quand même pas sacrifier ce pion, il y a un petit coup qui est intéressant pour justement essayer d'emprisonner la dame. Parce que c'est aussi pour ça qu'on appelle ce pion empoisonné. Le pion est empoisonné et parce que c'est dangereux pour l'adversaire d'aller le chercher, il va perdre beaucoup de temps, de développement, etc. Mais en plus, c'est particulièrement dangereux parce que parfois la dame peut être enfermée. Déjà, on voit déjà des thématiques qui peuvent arriver. Sur dame prend pion, il faut calculer les coups comme cavalier B3 qui bloquent la dame, protège la tour, et on voit que la dame a du mal à sortir. Là, ça fonctionnerait pas si bien, parce que la dame peut sortir en A3, et le cavalier est moins actif en B3 qu'en D4, donc ce serait pas forcément si utile. Mais quand même, on voit que la dame a quelques difficultés. Il suffirait que le fou puisse par exemple revenir en C1, et la dame serait presque enfermée. Bon, elle pourrait aller en B4, etc., mais il faudrait faire très attention. Donc déjà, il faut regarder ces thématiques-là, qui, selon les positions, peuvent fonctionner pour enfermer une dame et l'empêcher de sortir. Par exemple, on remarque que si on avait le pion à 3, elle pourrait même plus sortir en A3. Donc là, elle pourrait juste plus bouger du tout, elle serait enfermée. Il suffirait de l'attaquer pour la gagner. Par exemple, si j'avais le pion à 3, après il me suffirait de faire tour B1, et elle n'aurait plus aucune case. Je serais soutenue par mon cavalier. Donc ça peut arriver très très vite. Mais donc justement, une thématique ici que je veux vous montrer, c'est le petit coup A3, directement. Et il faut faire attention à ce piège, hein. C'est intéressant pour vous pour protéger ce pion. Je vous le montre aussi pour que vous ne tombiez pas dans ce piège quand vous jouez avec de l'autre côté. A3, c'est quoi l'idée? C'est justement de supprimer la case A3 de fuite pour la dame et également de supprimer la case B4, hein, parce que quand la dame va en B2, des fois elle peut reculer en B4. Là, on supprime cette case. Et donc, si la dame prend B2, c'est à vous de trouver comment est-ce que vous enfermez la dame. Mais donc, vous avez peut-être trouvé le petit piège ici, c'est qu'on peut jouer tout simplement cavalier A4. Et la dame est enfermée. Et ça, c'est très très fort. Et c'est là où on voit que c'était important de contrôler la case B4 avec le pion, pour que la dame ne puisse pas s'enfuir, vu qu'on ne l'a pas attaqué avec la tour. Là, on voit que toutes les cases sont vraiment contrôlées. La case B5 est bien contrôlée par le cavalier le fou, et peut pas revenir en B6 grâce à notre cavalier A4. C'est vraiment une thématique qui peut revenir dans différentes ouvertures, différentes positions. Voilà, on attaque avec le cavalier, pas avec la tour bien sûr, parce que si on attaque avec la tour, eh bien tout simplement il y aurait dame prend pion, donc ça n'irait pas. Donc petit piège à retenir, ça, ce petit coup, pousser le pion A pour protéger le pion B, c'est à connaître, avec l'idée d'ensuite venir avec le cavalier en A4. Alors toujours vérifier en fonction des positions est-ce que ça fonctionne, hein. Des fois il suffit d'une pièce placée autrement et ça ne fonctionnera pas. Du coup, ce que je vous propose là pour terminer, c'est de voir d'autres ouvertures où il y a exactement cette même thématique qu'on peut retrouver. Je vais vous montrer par exemple la française. On va voir la française, après on verra la Grunfeld. Donc la française c'est quoi? C'est quand les blancs font E4 et ici les noirs font E6. Les blancs en général font D4 pour prendre le centre, les noirs font D5. D'ailleurs je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur la française justement si vous voulez en savoir plus. Il y a plein d'options ici pour les blancs. Imaginons ils décident de jouer avec KC3. Les noirs vont répondre avec cavalier F6, pourquoi pas, pour aller attaquer le centre, hein, c'est pas les seuls coups. Les blancs font E5, chassent ce cavalier. Le cavalier recule en D7. Voilà. Comme je vous dis, hein, ça peut paraître un peu bizarre si vous ne connaissez pas. Je vous mets en barre d'infos une vidéo qui vous explique exactement cette ouverture, si vous souhaitez. Les blancs font F4, prennent le centre, enfin, en tout cas le consolident bien. C5, parce qu'il faut lutter pour le centre et ne surtout pas laisser les pions adverses s'installer ici, parce que les blancs sont en train de prendre plus d'espace et ils ont déjà un pion dans le coin adverse. Les blancs se développent et protègent leur pion D4. Cavalier C6 développe une pièce et rajoute la pression sur D4. Fou E3
protège le pion D4. Vous voyez, tout est lié au niveau du centre. Les noirs prennent, les blancs reprennent forcément. Et ici, les noirs jouent Dame B6. Et vous pouvez peut-être vous rendre compte que c'est très très similaire à la position qu'on a vue précédemment avec la sicilienne. C'est une autre ouverture, mais on retrouve exactement cette même thématique où la dame sort en B6 et vient attaquer le petit pion B2. Et du coup, une question doit se poser dans votre tête maintenant avec les blancs. Est-ce que je protège ce pion ou pas? Avant de jouer automatiquement des coups comme tour B1 ou B3, qui, comme je vous le rappelle, sont plutôt moches. Ici, B3 serait d'autant plus grave par rapport à tout à l'heure, parce que là, le fou pourrait déjà venir en B4, créer des clouages, le cavalier pas protégé, ce serait très compliqué. Et c'est clairement une perte de temps qu'on ne veut pas faire. Donc, avec les blancs, on a plusieurs choix hein, avec ce pion. Mais le plus classique en fait est tout simplement de ne pas le protéger parce que de nouveau si les noirs viennent le chercher ils vont avoir un retard de développement, leur dame se fera peut-être emprisonner, va devoir perdre du temps pour essayer de ressortir d'ici. Donc un coup très classique ici avec les blancs, c'est de nouveau le même coup, Dame D2. Dame D2, l'idée aussi hein, c'est de protéger ce cavalier C3, je l'ai pas dit tout à l'heure mais parce que quand il y a Dame prend B2, le cavalier C3 sinon est attaqué. Donc là, ça permet de protéger ce cavalier tranquillement et donc d'avoir tout de suite le temps de jouer tour B1 pour chasser cette dame, Dame A3, et de nouveau, on a une super tour très active sur la colonne, qui rend difficile la sortie du fou. Bon, même si là, c'est pas le meilleur exemple, parce que de toute manière, je vois pas trop comment il allait sortir pour le moment, mais voilà, des fois, ça rend ce fou un petit peu immobilisé à la défense de ce pion aussi, donc c'est assez pénible. Donc ça c'est possible. Après vous pouvez ici retrouver exactement également le même piège que tout à l'heure, hein, quand il y a Dame B6. Vous pouvez de nouveau envisager, pourquoi pas, le coup A3, petit piège, hein, si la dame prend le pion, vous avez de nouveau cette thématique avec cavalier A4 qui fonctionne, vous voyez, dans une position différente. Donc voilà, donc pour terminer, on va maintenant regarder un autre type de pion empoisonné, un petit peu différent, avec cette fois l'ouverture de Grunfeld. Donc c'est les blancs qui commencent avec D4, les noirs font cavalier F6, les blancs font C4 pour prendre le centre, G6, cavalier C3, et ici, les noirs ne veulent pas laisser le temps aux blancs de faire E4, enfin ils peuvent, hein, mais dans ça ce serait plutôt une est indienne qui serait jouée. Donc ils doivent faire ici maintenant D5 pour empêcher le coup E4 immédiat. Du coup, bah, souvent les blancs vont prendre, les noirs reprennent, les blancs prennent le centre, les noirs échangent, B prend, fou G7 met le fou sur la grande diagonale, cavalier F3 développe une pièce et consolide le centre, et le coup clé hein, de la Grunfeld, parce que là on pourrait se dire tiens mais qu'est-ce que font les noirs, ils ont laissé tout le centre au blanc, ça n'a pas l'air très bon. Mais l'idée des noirs, c'est de maintenant taper sur ces pions, d'en faire une cible en fait, et donc ils font C5 pour essayer de tout exploser et profiter de ce fou qui est en face de la tour adverse. Il faut toujours faire attention à ça avec les blancs. Donc là, il y a plusieurs possibilités pour les blancs au niveau de la théorie. Un grand coup est justement le coup tour B1 pour enlever cette tour en face du fou. Les noirs vont faire par exemple petit roc. Les blancs se développent fou E2, les noirs échangent, on reprend le pion au centre, et c'est là où du coup on pourrait se dire avec les blancs, ah là là, mais en fait on a laissé passer le coup Dame A5, échec, et bah, on risque de perdre ce pion. Alors si on veut pas le perdre, il faudrait proposer l'échange des dames avec Dame D2, comme ça la dame protège A2, et on attaque la dame noire, donc elle va pas repartir, hein, logiquement elle va échanger. On va se retrouver plutôt dans une finale. Et on va se rapprocher de la finale. Mais ici, le grand coup avec les blancs, c'est pas Dame D2, hein, c'est fou D2. Abandonne le pion A2. Mais c'est bah, de nouveau très réfléchi, c'est qu'en fait, si les noirs viennent prendre ce pion A2, ce qui se joue, hein, ça peut se jouer, c'est une variante. Mais ça devient compliqué, c'est juste que maintenant, la dame bah, peut se faire attaquer. Donc ici, en fait, c'est de nouveau, il y a deux déséquilibres très différents. Les blancs cherchent l'activité des pièces avec justement en plus leur avantage central. Ils vont vraiment chercher l'attaque hein, sur le roi noir, sur la poussée des pions au centre.
immobiliser en fait toutes les pièces noires qui vont avoir du mal à sortir. Bah, on voit tout de suite déjà ce fou C8 qui a du mal à bouger, parce que sinon il y aurait le pion B7 qui pourrait tout de suite être récupéré par la tour blanche. Le cavalier, s'il bouge, bah faut tout de suite regarder ce qui sera pas chassé par les petits pions. Donc on voit que les noirs ont quelques soucis au niveau de leurs pièces, tandis que les blancs, on a presque fini notre développement, il nous reste juste à roquer, et nos pièces vont pouvoir aller un petit peu où elles veulent. Cette dame à 2 pourra à terme peut-être être attaquée par des fous, alors il faudrait faire fou C4 en ayant le fou protégé, mais ça peut arriver. Elle peut pas trop partir, on voit qu'elle peut pas aller en A6, il y a le fou de blanc, en A5 il y a le fou de case noire, en A4 il y a la dame blanche, donc elle peut aller soit en A3, soit elle peut reculer, bah pareil sur la diagonale elle peut aller que en E6, mais si elle vient en E6, il y aura le cavalier qui pourra peut-être venir l'attaquer, il y a les pions qui peuvent la chasser aussi, donc ça peut commencer à être délicat pour les noirs, faut faire attention aux thèmes tactiques, aux fourchettes, etc. Après, c'est effectivement intéressant aussi de jouer ça avec les noirs parce que, ok, ils ont un pion de plus et surtout c'est 2 pions passés, hein, donc 2 pions qui ne sont pas bloqués par des pions blancs pour aller vers la promotion. Donc ça peut aussi faire peur du côté des blancs si on connaît pas trop ça. Et c'est pour ça qu'on dit que la Grunfeld est une ouverture assez théorique, même très théorique. Il faut bien connaître, hein, parce que sinon ça peut tout de suite être difficile à juger ses positions, savoir comment réagir. Là, si on laisse les pions noirs avancer tous les deux ensemble, ça peut commencer à être délicat. Mais c'est des choses qui existent, d'abandonner ce pion. Là on voit que les pièces blanches ont de l'avance de développement, vont pouvoir attaquer plus rapidement que les noirs qui eux vont être bloqués plus à la défensive pendant un moment. Donc ça va dépendre aussi de votre style de jeu, de ce que vous préférez. Mais voilà, pensez à tester parfois ces choses-là, c'est en pratiquant que vous allez maîtriser de mieux en mieux, savoir quand est-ce que vous pouvez sacrifier un pion ou pas. Vous avez peut-être déjà entendu en plus parler des gambits dans les ouvertures. Les gambits, c'est pas le thème du pion empoisonné, mais ça revient un petit peu au même, hein. Si on sacrifie un pion dès les premiers coups d'ouverture pour gagner souvent en activité des pièces, ouvrir les lignes pour faire jouer les tours, les fous beaucoup plus facilement et attaquer plus vite. Et c'est toujours des parties assez agressives. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo avec le tournoi des candidats. Allez, ciao!